Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. Dans l'actualité, aujourd'hui, la restructuration de la Banque de France s'accélère au niveau du département. Les locaux situés rue Poincaré à Sarreguemines devraient d'ailleurs fermer d'ici à la fin 2020. Pour en parler avec nous, Denis Camillini, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur départemental de la Banque de France. Merci d'avoir accepté l'invitation et on va en parler dans quelques minutes de cette réorganisation au niveau du département. Marie-Morgane est là, salut. Salut. On va parler cinéma aujourd'hui. C'est ça, on va voir quels étaient les films préférés de nos internautes ces 10 dernières années. Très bien, on a hâte de découvrir. Notre journaliste Marie Luff est sur place pour parler du tri des décorations de Noël. Focus avec elle et en chanson. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. La période de l'Avent, Noël, Épiphanie, c'est terminé. Il est temps de recycler votre sapin. Ça tombe bien, c'est un déchet vert. Les opérations pour recycler les conifères en fait se multiplient à travers la France. Certains replantent ces conifères le long des autoroutes pour permettre de construire un mur anti-bruit. D'autres se servent des sapins pour le paillage chez les particuliers ou sur les espaces verts publics. Et enfin, certains utilisent les sapins, comme on voit celui à côté de moi, pour nourrir les animaux, par exemple au zoo de Berlin. Au niveau de Sarreguemines et de l'arrondissement, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a opté pour une autre méthode. Elle collecte les sapins et en fait du compost. Plus tard dans l'émission Margot, on va voir comment ça se passe sur le terrain et tu auras l'occasion de t'entretenir avec un des responsables qui reviendra sur cette pratique qui est menée depuis de nombreuses années par la communauté d'agglo. Merci beaucoup Marie. On va poursuivre avec ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité en ce jeudi 9 janvier 2019. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Un peu plus d'un mois de contestation et 4e journée de mobilisation, la grève continue en Moselle au sujet de la réforme des retraites. Toujours aucun TER sur le tronçon Metz-Sarreguemines et des perturbations dans les écoles du secteur. Le service minimum est tout de même assuré à Houndelin, Roulin ou encore Sarreguemines, mais pas à Montbronne. Une manifestation est prévue à Metz ce jeudi et samedi 11 janvier. 340 000 € investis, 183 mètres carrés inaugurés au tribunal de Sarreguemines. D'importants travaux ont été réalisés pour améliorer l'accueil du public et du personnel, aménagement de l'ancien logement du concierge avec coin cuisine, un nouvel équipement pour une meilleure sécurisation et le changement des luminaires. Des nouveautés qui semblent taire les inquiétudes quant au maintien de l'institution. Il a illuminé votre salon et maintenant vous devez vous en débarrasser. Un broyage de sapin est organisé ce samedi à Rohrbach de 15h à 18h. À Philippsbourg, les pompiers proposent de les brûler également ce samedi, tout comme à Bettevillers. Le ramassage par les services de la Casque se fait encore vendredi 10 janvier pour les communes de Grunwiller, Ambach, Willerwald, Wouswiller ou encore Richelin. Pour Sarreguemines et Sarralbe, le 15 janvier. Un projet dans les têtes depuis 2015 et qui doit démarrer le 4 février prochain. Une salle des sports, des vestiaires et un clubhouse vont être construits à Olvin. Il faudra d'abord désamianter puis démolir les anciens vestiaires et l'accueil. Coût des opérations, près d'1,9 million d'euros. L'agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et on regarde tout de suite le ciel de Moselle-Est pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel restera couvert une grande partie de la journée. Seules quelques éclaircies devraient tenter de se frayer un chemin dans l'après-midi. Et de rares averses pourront survenir jusqu'en milieu d'après-midi. Côté température, les maximales iront de 8 à 10 degrés. Demain, nous serons le vendredi 10 janvier 2020 et ce sera la Saint-Guillaume. Le soleil nous accompagnera de 8h23 à 16h54. Les températures sont encore au-dessus des normales de saison, donc pas de neige en prévision pour les prochains jours. On va en profiter un peu
peu avec notre image du jour. Elle nous est envoyée par Claudie Stenger. On peut y voir plusieurs oiseaux sous la neige. Un grand merci à vous et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos photos ou vos vidéos par mail ou sur notre page Facebook. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Notre binôme Marie-Luf et Morane Grand-Cola a suivi ce matin une équipe de collecte de sapins de Noël. Regardez. Déjà le 3e village pour la matinée. L'équipe est à pied d'œuvre depuis ce matin 5 heures. Les salariés de la Casque parcourent les rues de Kalhausen. Regardez s'ils étaient déjà passés parce que j'avais poussé les sapins là, parce qu'il y avait une voiture là. Alors j'ai vu qu'ils sont descendus, alors je l'ai tenu comme ça. Richard est un bon élève. Le sapin a été déposé sur le trottoir, bien visible, et moins de 2 mètres, comme indiqué par voie de presse par les services de la Casque. Parce que ça ne rentre pas sinon dans le camion, ça dépasse et voilà, sinon ça ne rentre pas dans le camion. Le sapin, pour être collecté, ne doit pas être décoré. Ceux recouverts de neige artificielle ne seront pas récupérés. Mais globalement, les habitants de la Casque respectent les consignes, car cela fait plusieurs années que le service est proposé par la collectivité. Il faut faire attention à ne pas oublier les sapins, à regarder où sont placés les sapins, ce qui n'est pas évident quand il fait encore un peu nuit. Mais voilà, le rôle du chauffeur, c'est un travail d'équipe. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. Et puis quand le sapin il est un peu lourd, le chauffeur il descend. Une fois ramassés, les sapins seront déposés à la plateforme de compostage à Volperswiller. Selon les tournées, 1 à 3 tonnes peuvent être collectées. En moyenne, 3 équipes tournent sur le secteur pendant environ une semaine. Et nous sommes maintenant en lien direct avec Régis Larose, responsable du centre technique de la Casque. Régis, bonjour. Bonjour. Alors les sapins qu'on vient de voir à l'écran, ils vont ensuite être transformés en compost, mais certains permettront de produire du gaz. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, tous les sapins que l'on collecte sont déposés à la plateforme de compostage qui est gérée par Ecotri. Et dans un premier temps, ils vont suivre un cycle de méthanisation pour produire un maximum de gaz. Et issu de cette méthanisation, il restera une partie solide qui deviendra du compost. Mais cette opération, elle a été menée bien avant la mise en place de la station gaz pourtant. Mais au départ, cette opération, pourquoi elle a été menée en fait ? Dès le début, la volonté, c'était de pouvoir offrir un service de qualité et de proximité pour l'enlèvement de tous les sapins qui sont, je dirais, assez faciles à ramener à la maison. Ils sont bien emballés, on arrive à les rentrer facilement. Dès qu'ils sont secs et les branches déployées, ça devient un peu plus compliqué, c'est sale, pour les mettre dans la voiture et les transporter en déchetterie notamment. Donc on a proposé ce service-là déjà depuis de nombreuses années à l'ensemble de la collectivité pour vraiment aider les personnes à trouver une solution facile. Et pour que tout le monde se fasse une idée, est-ce que vous pouvez nous dire le budget qui est alloué par la Casque à la collecte de ces sapins ? Alors cette collecte de sapins qui a lieu une fois par an, on peut l'estimer à environ 13 000 €. D'accord. C'est un budget qui est conséquent pour la Casque ? C'est un budget important ? C'est un budget qui est relativement important par rapport au tonnage qui est collecté. Mais comme c'est un service qui est vraiment souhaité par les habitants, donc ça revient à peu près à 20 centimes par habitant et par an. C'est pas non plus quelque chose qui peut être énorme. Et vous parliez de tonnage justement à l'instant. On rappelle que l'année dernière, 19 tonnes ont été collectées par la Casque. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout autre sujet, un moment festif au Palais de justice de Sarreguemines. Réaménagement et travaux ont cédé la place hier à la cérémonie d'inauguration. Au total, 340 000 € ont été investis pour 3 réalisations. Reportage de Julia Bitran. 3 pierres d'un coup. En premier lieu, l'ancien logement du concierge, vacant depuis 2015, a été complètement repensé. C'est la partie invisible au public, mais qui va grandement contribuer à améliorer le bien-être au travail. On y trouve désormais une salle de pause équipée d'une cuisine pour permettre au personnel du tribunal de prendre ses repas sur place. Des espaces de bureaux ont aussi été aménagés pour les magistrats en formation, pour les organisations syndicales et pour les agents techniques et administratifs.
Ce qui saute en premier aux yeux du public, c'est l'entrée du tribunal. Tout le hall d'accueil a été rénové. Et côté sécurité, un nouveau portique a été installé, ainsi qu'un tunnel à bagages. Le sas d'entrée devient ainsi conforme aux normes exigées pour un tribunal judiciaire. L'accès aux étages répond lui désormais aux normes concernant les personnes à mobilité réduite. Enfin, les luminaires des 3 étages du tribunal ont été revus. Les salles des pas perdus ne sont plus plongées dans la pénombre. Les lustres d'époque ont été nettoyés et ces bijoux de 1913 sont mis en relief par des LED qui complètent l'éclairage. Et cette inauguration, c'était aussi l'occasion de mettre en lumière les changements qui ont eu lieu au Palais de justice de Sarreguemines et de faire le point avec la présidente sur l'activité du tribunal judiciaire. 2 questions à Catherine Bruer, présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Tribunal judiciaire, puisque c'est ainsi depuis le 1er janvier, un tribunal judiciaire qui est en pleine réorganisation de manière générale. Il y a plusieurs services qui sont en train de déménager. Tout à fait, c'est essentiellement le service civil qui est impacté par cette réforme. Comme vous le soulignez, désormais nous ne parlerons plus de tribunal d'instance et de tribunal de grande instance. Les 2 juridictions, enfin les 3 je dois dire, puisque nous avions jusqu'au 31 décembre un tribunal de grande instance à Sarreguemines, un tribunal d'instance à Sarreguemines et un tribunal d'instance à Saint-Avold. Désormais, les 3 tribunaux fusionnent pour devenir un tribunal judiciaire avec 2 sites, un site à Sarreguemines et un site à Saint-Avold. Pour Sarreguemines, la fusion entraîne la fusion de certains services et notamment c'est le service civil des saisies rémunérations qui a été le plus impacté. Et désormais, quand vous rentrerez dans le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour une affaire civile, vous ne vous adresserez plus qu'à un seul service, ce qui simplifie les démarches pour le justiciable, ce qui était l'un des objectifs de la loi. L'avis de la présidente, comment se porte le tribunal judiciaire de Sarreguemines ? Bien, je dois dire. Bien évidemment, persistent toujours parfois des difficultés en termes de personnel. Vous savez que la justice souffre d'un manque chronique de magistrats et de fonctionnaires, c'est-à-dire de greffiers et d'agents administratifs essentiellement. Également de directeurs de grève qui sont absolument nécessaires pour encadrer l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent sur ce site. Je précise par exemple qu'à Sarreguemines sont localisés en principe 70 postes de fonctionnaires et qu'il est essentiel de disposer de directeurs de grève pour les encadrer et gérer la juridiction aux côtés des chefs de juridiction. Nous aurons cette année, en tous les cas, à compter de janvier, donc un poste vacant pour les magistrats du siège. Et au niveau du greffe, nous déplorons de mémoire 4 postes vacants au sein de la juridiction. Bien évidemment, après, tout est aussi fonction d'autres arrêts qui peuvent intervenir, que ce soit des arrêts maternité ou des arrêts maladie. Nous espérons que les prochaines promotions de greffiers et de magistrats viendront compléter les postes vacants. Sinon, je dirais que sur l'activité, nous bénéficions quand même de délais qui sont extrêmement convenables à Sarreguemines par rapport quand même à d'autres grandes juridictions. Par exemple, vous pouvez disposer d'une ordonnance de non-conciliation dans les 3 mois du dépôt de la requête. Les personnes en juge unique correctionnel sont jugées dans un délai entre 4 et 5 mois. Les renvois se font régulièrement à des délais qui sont entre 4 et 5 mois. Ce qui peut paraître, je l'entends, peut-être long pour un certain nombre de personnes, mais quand on connaît le fonctionnement d'autres juridictions à d'autres endroits en métropole, je dois dire que ce sont des délais quand même extrêmement satisfaisants. Je m'en réjouis et c'est vraiment dû au travail des magistrats et des fonctionnaires de cette juridiction qui sont très impliqués dans leur fonctionnement et pour rendre une justice à des délais raisonnables. Et les chiffres exacts concernant l'activité du tribunal et l'ensemble des audiences qui se sont déroulées en 2019 seront dévoilés le 23 janvier à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée. Voilà, c'est terminé pour l'info du jour. Après la pub, on se retrouve avec Marie-Morgane et sa question Facebook et notre invité, Denis Camillini, le directeur départemental de la Banque de France. À tout de suite.
En 2019, AVS Santé vous a accompagné dans vos besoins en matériel médical. Nous vous avons aussi accompagné dans vos transports quotidiens ou occasionnels. Et nos équipes de service à domicile vous ont accompagné pour prendre soin de vous 24 heures sur 24. Et en 2020, nous continuerons à le faire parce que c'est notre métier. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le groupe de musique Vikingskald ce vendredi 24 janvier à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Marie-Morgane, on vient de démarrer, pas de terminer, une nouvelle décennie. Et avec nos internautes, tu as fait un petit retour en arrière concernant le cinéma. Exactement, on a voulu savoir quels étaient leurs films préférés des 10 dernières années. Alors pour Isabelle, c'est Ce que le jour doit à la nuit. C'est un film français sorti en 2012 et l'histoire se déroule en 1930 et suit le destin de Younes, jeune Algérien qui va traverser différentes tragédies vécues par le pays. Alors René en a plusieurs qui l'ont marqué, notamment Inception, Gravity, Interstellar, la trilogie du Hobbit ou encore les suites de La planète des singes. Alors tous ont connu un grand succès au box-office. C'est vrai. Sandra nous a écrit « Parmi tous ceux qui m'ont marqué, il y en a un qui m'a bouleversée. Il s'agit de Spotlight, un film fascinant adapté de faits réels sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. Et il a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur film en 2016. Alors Thomas, lui, est un cinéphile et aime vraiment toutes sortes de films. Parmi sa sélection de la décennie, on retrouve Les Tuches, Du sang et des larmes, Deepwater, The Impossible, etc. Et Jay a quant à lui répondu La Reine des Neiges. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Un très bon cru, donc, cette décennie, à en croire nos internautes. Merci Marie-Morgane. Avec plaisir. Tout autre sujet, à Sarreguemines, la Banque de France va bientôt quitter ses locaux. Chaque Sarregueminois connaît forcément cette magnifique devanture historique située rue Poincaré. Les locaux devraient fermer courant 2020 et une antenne de proximité sera donc ouverte. Pour rappel, la Banque de France, c'était 95 succursales départementales, 19 antennes économiques, 2 centres de traitement du surendettement et 74 bureaux d'accueil et d'information. À compter de cette année, cela va changer. À Sarreguemines, il s'agissait d'une antenne économique qui va devenir un bureau d'accueil. Denis Camillini, merci d'abord d'être avec nous. Au niveau du département, comment va s'opérer cette restructuration de la Banque de France ? Alors, disons que nous sommes dans une période de transformation assez profonde de notre organisation en termes de travail et que la fermeture de l'antenne économique s'inscrit d'abord et avant tout dans le cadre de cette transformation qui a été très progressive depuis un certain nombre d'années. En clair, désormais, nous ne ferons plus toute l'activité dans chacune de nos implantations, mais nous sommes organisés à travers des centres de traitement, c'est-à-dire que, comme son nom l'indique, on y traitera les dossiers et ces centres de traitement seront moins nombreux que le nombre de départements. A contrario, la Banque de France a décidé de rester présent, donc d'être un acteur de proximité dans chaque département en conservant à minima une implantation départementale. C'est le cas en Moselle, à Metz ? Ça sera le cas en Moselle, à Metz, où là, s'agissant d'un grand département, Moselle est un grand département au niveau national, on aura aussi un centre de traitement des données. On traitera sur Metz les dossiers de la Moselle et de la Meuse. Donc ça, c'est déjà enclenché et quasiment achevé. On est en mode opérationnel, si je puis dire. Et pour ce qui est de nos implantations infradépartementales, qui étaient très généralement des antennes économiques, parfois, vous l'avez cité, des centres de traitement de surendettement. Les centres de traitement de surendettement, on va forcément les fermer,
puisqu'on va rapatrier cette activité vers les unités qui auront ces centres de traitement au service de plusieurs départements, parfois de 1, dans d'autres cas, ou de 2, comme ça sera le cas pour la Moselle, puisque je vous ai dit qu'on y traiterait les dossiers de Moselle et de Meuse. Et les antennes économiques vont très généralement disparaître également. Alors, purement et simplement, pour certaines, on va créer ce qu'on appelle des antennes de proximité, donc qui seront un petit peu plus qu'un simple bureau d'accueil et d'information, hein, puisque c'est la structure minimale qu'on a décidé de conserver partout où on quittait les lieux, où on fermait un site. Ce sera le cas à Sarreguemines. Donc il y aura un bureau d'accueil et d'information qui sera ouvert normalement tous les jours et qui permettra essentiellement d'accueillir les particuliers, hein, puisque c'est la fonction première de ces bureaux d'accueil et d'information. Mais on gardera aussi sur le territoire de l'arrondissement, d'où le nom d'antenne de proximité, un directeur délégué, en l'occurrence une directrice déléguée, hein, puisque c'est l'actuelle directrice de l'antenne économique qui assurera dans un premier temps cette fonction, hein, puisque après, comme vous le savez, les dirigeants au niveau de la Banque de France vont et viennent, hein, on ne reste que quelques années en poste à un endroit précis, et donc on aura un directeur délégué qui aura en charge toute la relation économique, tous les contacts qu'on a à mener au plan vis-à-vis des institutionnels, vis-à-vis des collectivités locales, vis-à-vis notamment des entreprises plus particulièrement. Donc on reste présent et on maintiendra toute notre activité sur l'ensemble du département. Il y a quand même quelques inquiétudes de la part du public, notamment concernant le personnel. On se dit il va forcément y avoir des licenciements, parce que qui dit suppression d'antenne dit moins de personnel. C'était notamment l'inquiétude numéro 1 en 2012 lorsqu'il y a eu l'annonce du projet de fermeture de l'antenne de Sarreguemines. Est-ce que vous confirmez il va y avoir des licenciements ou pas ? Donc pour ce qui concerne nos salariés, déjà en 2016, il restait moins d'une dizaine de personnes sur le site de Sarreguemines. Un certain nombre sont partis d'une manière très naturelle, puisqu'ils sont partis à la retraite. D'autres ont d'ores et déjà pris des fonctions à Metz. D'autres vont encore partir dans le cadre de la retraite. Donc et d'une manière générale, à chaque fois qu'on ferme un site, on offre à minima une solution de reclassement dans un autre site, de manière à pouvoir garantir l'emploi à nos salariés. Donc vous le disiez tout à l'heure, il existera toujours un bureau à Sarreguemines. On ne sait pas encore où. Disons qu'on est en cours de recherche, voire de finalisation. Notre souhait était et est toujours d'être hébergé plutôt dans une structure publique. Donc on est en pourparlers avec une collectivité locale pour pouvoir être hébergé en son sein et y disposer de locaux permettant l'accueil du public. Donc ça va se finaliser. De toute façon, on doit trouver une solution d'ici la fin de l'année. Mais bon, je ne doute pas que ce sera le cas. Ce sera fait rapidement. Et ce sera forcément des locaux un peu plus petits, parce que vous disiez que ces locaux actuellement rue Poincaré sont devenus un peu trop grands. Ce sera même beaucoup plus petit, hein, puisqu'en fait on avait une implantation historique. Qui date du début du siècle dernier, à l'époque où on avait de nombreux salariés sur le site, qui aujourd'hui est totalement inemployé par rapport à sa dimension. Donc c'est une bonne chose de pouvoir, dans le contexte nouveau, pouvoir disposer de locaux plus petits et mieux adaptés au dimensionnement de l'activité, c'est-à-dire l'accueil du public principalement, qui sera dévolu aux agents qui viendront travailler à Sarreguemines tout en étant administrativement rattachés à la succursale de Metz. Ce bâtiment que vous occupiez, il est magnifique, on le voyait à l'instant sur les images. C'est un bâtiment historique qui est remarquable. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Nous souhaitons le vendre, donc priorité dans le cadre des cessions d'immeubles pour la Banque de France, il y a toujours une priorité qui est donnée aux acteurs publics, d'administration ou de collectivités territoriales. Donc
On est en pourparlers avancés avec une collectivité locale, mais tant que les choses ne sont pas finalisées, je ne pourrais pas vous en dire plus, quoi. Mais ce bâtiment trouvera une destination, on en est à peu près certain aujourd'hui, qui sera plutôt du domaine public. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une tendance générale à la digitalisation du traitement des dossiers. Est-ce que c'est vers cela que tend la Banque de France aussi ? Tout comme ça a été le cas pour la plupart des services publics finalement. Oui, je pense qu'on peut même dire que la Banque de France est en pointe en matière de digitalisation, hein, puisqu'aujourd'hui, tous nos employés traitent des dossiers à partir de leur ordinateur et uniquement à partir de leur ordinateur. C'est-à-dire qu'on ne gère quasiment plus de papier et qu'on digitalise tout ce qui entre. Un dossier, par exemple, de surendettement qui est déposé à Banque de France, il est d'abord et avant tout digitalisé avant d'être pris en compte pour être instruit et donner une solution aux débiteurs concernés. Donc, et c'est la même chose pour toutes les données qu'on collecte sur les entreprises. Elles sont totalement digitalisées et traitées dans un premier temps par des systèmes experts, demain l'intelligence artificielle, et après pour être repris, pour avoir un avis d'expert, hein, puisque nous, notre objectif, c'est toujours quand même, quel que soit le type de dossier, d'y avoir une maille humaine qui va arbitrer et décider de ce qu'on doit ou faire en termes d'orientation ou d'appréciation. J'ai une dernière question. On parle souvent de qualité des services. Les gens remettent aussi en question le fait de ne plus avoir d'agence à proximité. C'est une agence de proximité qui va être ouverte, mais finalement, il faudra quand même envoyer les dossiers à Metz. Est-ce que finalement, ça ne va pas engager des questions de qualité de service ? Absolument pas, puisqu'en fait c'est totalement transparent pour l'usager. Hein. L'usager pourra toujours contacter la Banque de France d'une matière multimodale, hein, puisqu'aujourd'hui, comme toute entreprise ou institution qui se respecte, on peut solliciter la Banque de France par le web, on peut nous téléphoner et on a différents services ou lignes d'accueil des usagers pour pouvoir les renseigner, et on peut aujourd'hui et on pourra toujours demain avoir un accueil physique, hein, et c'est l'objet même de ce bureau d'accueil et d'information qui sera intégré à notre antenne de proximité, où on donnera la même qualité d'accueil, les mêmes temps d'accueil, les mêmes plages horaires aux usagers de Sarreguemines, et tout en souhaitant vivement d'ailleurs rester dans le périmètre du centre-ville pour en faciliter aussi l'accès, notamment par les moyens des transports publics qui peuvent permettre aux usagers de rejoindre l'antenne de proximité future de la banque, comme on peut le faire aujourd'hui pour la succursale. Pour l'usager, ce sera totalement transparent, et que son dossier soit traité physiquement à Sarreguemines, à Metz ou à Paris. Ça ne change pas. Ça sera totalement transparent pour lui. Ça ne préjugera en aucune manière d'un traitement différent ou de moins bonne qualité. Bien, nous voilà plus renseignés. En tout cas, merci Denis Kabilidi d'avoir été notre invité aujourd'hui, et on en saura certainement plus dans les semaines et mois qui arrivent concernant cette antenne à Sarreguemines. Merci beaucoup. On continue avec les bons plans de sortie de Marie-Morgane. Alors, le grand événement du week-end, c'est la commémoration des 75 ans de la libération de plusieurs petits villages du Pays de Bitche suite à l'opération Nordwind. Alors, 4 associations vont se mobiliser les 11 et 12 janvier pour revenir sur cet événement. Rendez-vous au foyer d'Arren, samedi de 13h à 21h et dimanche de 9h à 17h. Il y aura une exposition de matériel et d'uniformes de l'époque, de nombreuses informations, un espace vidéo ou encore la visite de la casemate Nord. Rendez-vous aussi dimanche au Fort Cassot de Rohrbach-les-Bitches. Les bénévoles vous proposeront une conférence sur l'opération Nordwind et une exposition photo sur la ligne Maginot. Au cimetière Hof à Sirstal, vous pourrez profiter d'une visite sur le thème des combats de décembre 1944 et sur l'opération Nordwind de janvier 1945. Ce sera samedi et dimanche de 10h à 16h. Et enfin, vous pourrez aussi découvrir l'histoire militaire à l'espace mémoire situé à l'étage supérieur de la porte de Strasbourg à Bitche, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Plein de choses intéressantes du coup à découvrir sur cet événement historique important dans la région. Tu nous proposes maintenant tout autre chose. Et oui, on va s'intéresser aussi ce week-end à la Muay Thai. C'est un art martial. Alors le club de boxe thaïlandaise de Woodvillers accueillera Jimmy Vienno, champion du monde, pour un stage technique de perfectionnement. Ce sera dimanche de 9h30 à 15h30. Attention, il faut s'inscrire au préalable au 06 24 86 03 11. Le tarif est de 40 €. Merci pour ces informations. On va pouvoir aussi apprendre une recette, mais qui ne se mange pas. Ah oui, effectivement, la médiathèque communautaire de Sarreguemines vous propose d'apprendre à réaliser votre lessive maison. Une bonne idée pour réduire ses déchets ou passer à des produits plus sains. C'est un atelier animé par l'association Les Petites Mains. Ce sera samedi de 10h à 11h30. L'entrée est gratuite, mais sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l'accueil de la médiathèque. Oui, bon, en effet, on confirme, ça ne se mange pas. Non. Tu as aussi une recette pour les enfants, c'est ça? Alors, un atelier pour les enfants, oui, pas de recette cette fois-ci, ce sera un atelier musical appelé Ma Première Note. C'est une initiation au monde sonore pour les enfants de 3 à 6 ans. L'atelier sera animé par l'école de musique du Pays de Bitche et ça aura lieu à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche à 10h. Et pour finir, le grand public va pouvoir profiter de la belle musique à Sarralbe. Et oui, c'est un peu une tradition. Un concert du Nouvel An est proposé par la ville avec la Philharmonie Orchestre Symphonique de Strasbourg. Le concert aura lieu à 16h au Centre culturel et sportif de Sarralbe. Vous pouvez contacter la mairie pour réserver votre billet. Le tarif est de 8 €. Super, merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. On te retrouve très bientôt, demain je crois. Demain, je suis là. Demain dès midi. C'est un magazine assez insolite que nous vous proposons maintenant. De petites scénettes d'animaux, de compagnie et d'animaux de la ferme se succèdent pour nous faire passer un bon moment. Je vous laisse regarder en vous souhaitant une très belle journée en notre compagnie. Elsa Meyer est une jeune photographe talentueuse spécialisée dans la photo équestre. Récemment, elle a quitté la région parisienne pour offrir ses services aux cavaliers lorrains. Elle recherche l'insolite et privilégie la lumière du lever et du coucher du soleil. Un cochon, on va dire que c'est, je sais pas si je peux le dire, mais bon, c'est assez bête par moment. Ça peut être très têtu aussi, c'est pour ça qu'on dit un caractère comme un cochon. Et c'est très peureux par contre. Voilà. Donc je pense que ça explique aussi le fait qu'il part toujours en courant un peu n'importe comment. Que c'est bon de voir des poules au grand air. Quand elles ont envie de grains, de boire ou de pondre leur œuf quotidien, elles rentrent au poulailler. À la ferme de la Charmille à Houndelin, 200 poules cote-cote toute la journée. Leur production quotidienne, 200 œufs, 100% bio. D'une pouliche orpheline a beaucoup ému les habitants des environs. Sa mère est décédée après la mise bas alors qu'elle n'était âgée que de quelques heures, la laissant affaiblie et en très mauvais état de santé. Une annonce postée sur les réseaux sociaux par la propriétaire de la jument a provoqué une mobilisation inattendue de nombreux cavaliers des alentours, mais aussi de l'étranger.
Jusque dans les années 50, les espaces ouverts des Vosges du Nord étaient entretenus et jardinés. Puis ce fut l'abandon et l'enfrichement quasi général. Début des années 90, les collectivités locales ont réagi en mettant en place la gestion écologique des friches. Dans les fonds de vallée, des troupeaux de jolies vaches Highland Cattle entretiennent ces terres abandonnées grâce à leur qualité de brouteurs. Ces vaches rustiques sont d'origine des hauts plateaux du nord de l'Écosse et font partie des derniers troupeaux d'Europe. J'ai toujours été passionnée des animaux depuis mon plus jeune âge et je me suis lancée dans l'élevage d'alpagas parce que j'étais au Chili. J'ai découvert un animal, un voisin des alpagas, enfin un cousin des alpagas plutôt, qui s'appelait le guanaco. J'ai eu le coup de cœur pour cet animal. Même les méchants n'arriveront pas à gâcher ce conte de fées. Pour Alexandre, le plus important est de rester au contact de la nature et du monde agricole. Étudiant en 2e année de prépa à Nancy, il ne pense pas reprendre la ferme familiale, mais il ne veut pas s'éloigner de ce monde pour autant. Il rêve de devenir ingénieur agronome, perpétuant ainsi à sa manière la tradition de la terre. Parfois, j'aimerais être une petite souris. C'est une expression qui est bien souvent utilisée. Ce petit animal de la race des rongeurs se faufile partout et quand il a faim, il peut pénétrer jusque dans nos maisons où il se fait le plus discret possible. C'est finalement à la ferme que les souris peuvent presque vivre heureuses. Presque oui, car attention, leur prédateur n'est jamais très loin. Miaou! Avoir un jeune entier n'est pas facile. Outre les prouesses dont il est capable pour rejoindre une jument en chaleur, il est aussi difficile à gérer quand il est en compagnie d'autres hongres ou mâles. Quand c'est comme ça, inutile de tergiverser, il vaut mieux passer par la castration. Le cheval sera sans doute beaucoup plus calme, hein, et donc c'était le prix à payer. Ils sont pas mal, hein. Le fait de raboter les dents, déjà ça améliore la bouche pour le cavalier aussi, et ça améliore, bon il n'y a plus de douleur au niveau pour le cheval, et le rendement alimentaire est à nouveau meilleur. On commence en général vers 5-6 ans. Ce qui est le plus gênant pour le cheval en fait, c'est le fait de forcer l'ouverture de la bouche, ça c'est inconfortable pour lui. Et le bruit de la machine, parce que les sinus ça accentue le bruit à l'intérieur de la tête, mais la machine en elle-même n'est pas douloureuse puisque les dents ne sont pas sensibles à leur extrémité, le nerf est bien plus haut. Francis Hoffman n'est jamais très loin des chevaux. Dernièrement, il s'est rendu dans Lyon où il a fait une jolie rencontre avec Charlotte Gommet.
la jeune femme loue des écuries d'un château. Elle importe des chevaux d'Espagne et les dresse avant leur vente. La vie à la ferme ne cesse d'évoluer. Nous le constatons aujourd'hui sur Sauveur, cheval de 31 ans, qui présente une pathologie qui nécessite une endoscopie. Le vétérinaire a déplacé un matériel mobile, alors qu'il y a peu de temps encore, il fallait aller en clinique. L'endoscopie pratiquée permet d'explorer l'intérieur du conduit nasal. Il est réalisé grâce à un tube souple couplé à une caméra vidéo. C'est normal, hein, c'est juste les ganglions qu'on palpe là quand on l'ausculte, qui du coup sont en fait en dessous et qui viennent de l'extérieur de la poche. Hein. Ça n'a pas l'air de venir des sinus non plus, hein, c'était une des hypothèses qui restait, donc il va encore vivre quelques années. Alors là, il était avec le cheval, là, un petit moineau là. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait un nid dans le box, hein, donc on va essayer de le remettre dans son nid. Bienheureux ceux qui sont sensibles à la beauté de la nature. La canicule sévissant, une bassine d'eau créait cet incessant spectacle de va-et-vient de jolies mésanges. Le rôle du chien à la ferme, c'est des gardiens. Hein. Ils nous préviennent, ils aboient quand il y a des personnes qui arrivent, des animaux étrangers, des animaux sauvages. Et voilà, c'est leur rôle, c'est de nous prévenir et de dire qu'il y a quelque chose de pas normal. La traite des vaches a bien évolué. Le robot est la dernière innovation. C'est une unité de traite entièrement automatique qui peut fonctionner 24 heures sur 24.